Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Sartre, qui a vécu au XXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Lorraine McFly du film Retour vers le futur. Retour vers le futur est l'histoire de Marty McFly, un adolescent des années 80 qui partage sa vie entre la musique, sa copine Jennifer et son ami Doc Emmett Brown, un scientifique. Ses parents ne s'occupent pas de lui, et pour cause, son père George est un petit employé terrorisé par son patron Biff, et sa mère, Lorraine, est alcoolique. Il a un frère et une sœur, tous deux plus âgés mais vivant encore chez leurs parents, faute de trouver un travail suffisant pour être indépendant. À la demande de son ami Doc, Marty le rejoint au milieu de la nuit sur un parking où il lui dévoile sa toute nouvelle invention, une machine à voyager dans le temps construite à partir d'une DeLorean qui fonctionne au plutonium. Suite à une attaque de terroristes, Doc est tué et Marty fuit à bord de la DeLorean. Il se retrouve alors en 1955, à l'époque où ses parents étaient encore au lycée. Après une altercation avec son père, déjà harcelé par le même Biff qui deviendra son patron, il rencontre sa mère qui tombe folle amoureuse de lui et n'a pas le moindre regard pour son père. Marty voit alors son frère et sa sœur commencer à disparaître d'une photo qu'il avait sur lui. Si ses parents ne tombent pas amoureux, il disparaîtra lui aussi. Pendant que le Doc du passé cherche un moyen de le renvoyer à son époque, Marty essaie de faire en sorte que son père invite sa mère au bal où il est censé l'embrasser pour la première fois. Ils mettent au point un plan pour que George passe pour un héros en sauvant Lorraine de Marty, mais sont interrompus par Biff qui s'en prend à Lorraine. En voyant la jeune fille en danger, George oublie sa terreur et tient tête à Biff, jusqu'à l'assommer d'un coup de poing. Lorraine, impressionnée, va au bal avec lui, ils s'embrassent, Marty est sauvé. De retour en 1985, il trouve sa famille complètement changée. Ses parents sont heureux, son père est un célèbre auteur de science-fiction et Biff travaille comme laveur de voitures. Son frère et sa sœur mettent un costume pour aller travailler et sont débordés par leur vie sociale. Lorraine McFly a enfin trouvé le bonheur et n'a plus besoin de noyer ses problèmes dans l'alcool. La notion qui va nous intéresser est celle de la liberté en son sens métaphysique. Quand on parle de liberté en philosophie, on peut faire référence à trois choses. Ou, pour le dire autrement, nous pouvons réfléchir à la notion de liberté dans trois domaines distincts. La liberté peut être interrogée dans le domaine politique, elle désignera alors ce que nous avons ou non le droit de faire en société et s'oppose à la contrainte. Mais la liberté peut aussi désigner une certaine maîtrise de soi, la capacité de résister à ses désirs par exemple, et s'appellera alors liberté intérieure ou autonomie de la volonté. Enfin, et c'est en ce sens que nous allons parler de liberté aujourd'hui, ce qu'on appelle le libre arbitre est la capacité pour l'homme à faire des choix. Il s'oppose à la nécessité. Nécessaire est ce qui ne peut être autrement qu'il n'est, or, selon la théorie du libre arbitre, tout ce que je fais est le résultat d'un choix. J'aurais pu ne pas le faire. Autrement dit, toute mon existence aurait pu être différente. Elle n'est pas déterminée, ni socialement, ni physiquement, ni psychologiquement. Si le libre arbitre est une notion critiquée par de nombreux philosophes, Jean-Paul Sartre est connu pour l'avoir défendu de façon quasi absolue. Dans un petit livre accessible aux débutants qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme », n'ayez pas peur du titre, il s'agit d'une conférence qui peut se lire sans difficulté en 2 ou 3 heures, il a cette formule connue « L'homme est un être chez qui l'existence précède l'essence ». L'essence est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Ce mot peut être synonyme de nature ou de définition. L'essence d'un coupe-papier, pour reprendre l'exemple de Sartre, est de couper du papier. C'est sa définition, c'est ce pourquoi il a été fabriqué. D'ailleurs, avant de fabriquer le coupe-papier, nous avions déjà en tête ce pourquoi il allait servir. Nous avions une idée abstraite de ce que devait être le coupe-papier avant qu'il n'existe concrètement. Dans ce cas, c'est donc l'essence qui précède l'existence. Il y a d'abord une définition, puis un être correspondant à cette définition.
Dans le cas de l'être humain, c'est l'existence qui précède l'essence. Cela signifie que l'homme existe d'abord, puis se définit ensuite. Plus précisément, c'est par ses actes que l'homme va se définir. Dès lors, mon identité, celui que je suis, n'est ni déterminante ni figée. Chacun de mes actes contribue à forger mon identité, et ce jusqu'à ma mort. Cela n'a donc pas de sens de dire que j'agis de telle façon parce que c'est dans ma nature, puisque je n'ai pas de nature. Je suis celui que je choisis d'être. Si je suis une personne lâche, si je me laisse malmener par mon patron, si je ne suis jamais devenu écrivain, je ne peux pas en vouloir à mon origine sociale, à ma personnalité ou à un destin abstrait. Tout ce qui m'arrive est la conséquence de mes choix et tous mes choix sont libres. Autrement dit, pour Sartre, si George McFly se fait persécuter par Biff dans sa jeunesse, c'est parce qu'il choisit d'être la victime. La preuve, dès qu'il choisit de s'opposer à Biff pour sauver Lorraine, l'ensemble de sa vie future s'en trouve transformé. L'extrait que nous allons lire est extrait d'un autre livre de Sartre, beaucoup plus long et beaucoup moins accessible, intitulé « L'être et le néant ». Cet extrait commence par présenter les objections données par les partisans du déterminisme à la théorie du libre arbitre. Sartre réfute ces arguments dans la deuxième partie du passage. L'argument décisif utilisé par le bon sens contre la liberté consiste à nous rappeler notre impuissance. Loin que nous puissions modifier notre situation à notre gré, il semble que nous ne puissions pas nous changer nous-mêmes. Je ne suis libre ni d'échapper au sort de ma classe, de ma nation, de ma famille, ni même d'édifier ma puissance ou ma fortune, ni de vaincre mes appétits les plus insignifiants ou mes habitudes. Je n'ai ouvrier, français, hérédo-syphilitique ou tuberculeux. L'histoire d'une vie, quelle qu'elle soit, est l'histoire d'un échec. Le coefficient d'adversité des choses est tel qu'il faut des années de patience pour obtenir le plus infime résultat. Encore faut-il obéir à la nature pour la commander, c'est-à-dire insérer mon action dans les mailles du déterminisme. Bien plus qu'il ne paraît se faire, l'homme semble être fait par le climat et la terre, la race et la classe, la langue, l'histoire de la collectivité dont il fait partie, l'hérédité, les circonstances individuelles de son enfance, les habitudes acquises, les grands et les petits événements de sa vie. Cet argument n'a jamais profondément troublé les partisans de la liberté humaine. Descartes, le premier, reconnaissait à la fois que la volonté est infinie et qu'il faut tâcher à nous vaincre plutôt que la fortune. C'est qu'il convient ici de faire des distinctions. Beaucoup des faits énoncés par les déterminismes ne sauraient être pris en considération. Le coefficient d'adversité des choses, en particulier, ne saurait être un argument contre notre liberté, car c'est par nous, c'est-à-dire par la position préalable d'une fin, que surgit ce coefficient d'adversité. Tel rocher qui manifeste une résistance profonde si je veux le déplacer, sera au contraire une aide précieuse si je veux l'escalader pour contempler le paysage. En lui-même, s'il est même possible d'envisager ce qu'il peut être en lui-même, il est neutre, c'est-à-dire qu'il attend d'être éclairé par une fin pour se manifester comme adversaire ou comme auxiliaire. Les objections principales à l'idée d'une liberté absolue telle que la défend Sartre ne viennent pas de la philosophie. Comme il le dit, c'est le bon sens qui vient s'opposer au libre arbitre. Loin de nous considérer spontanément comme des êtres libres, nous avons tendance à rejeter cette idée pour mettre en avant tout ce qui nous influence et semble guider nos actions. Cela peut paraître étonnant au premier abord, puisque l'idée de liberté semble être une idée positive. La liberté, c'est un peu ce que tout le monde désire, ce que tout le monde veut conserver. Au contraire de cette idée reçue, Sartre remarque que, la plupart du temps, nous ne sommes pas vraiment prêts à accepter les conséquences de cette liberté. En effet, la liberté est une sorte de super-pouvoir qui nous permet d'échapper à toutes nos déterminations. Peu importe mon milieu, mon passé ou mon éducation, je pourrais toujours m'extraire de ces événements pour construire la vie que je choisis. Mais c'est justement parce que j'ai ce pouvoir que je ne peux jamais totalement excuser mes échecs en les mettant sur le dos d'un quelconque déterminisme. Comme je peux toujours faire le choix de ne pas suivre le destin qui me paraît tracé, alors je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Sartre prend quelques exemples de choses qui semblent nous déterminer et que nous avons tendance à considérer comme dirigeant notre existence à notre place, notre famille, notre milieu social ou encore nos habitudes. Si je suis né dans une famille ouvrière et que je ne deviens jamais un grand écrivain de science-fiction, ce n'est pas parce que cette condition initiale d'ouvrier conduit ma vie. C'est parce que j'ai choisi de me laisser conduire par ma situation. Si je suis un menteur compulsif, ce n'est pas parce que c'est dans ma nature de mentir.
C'est parce que j'ai moi-même pris l'habitude de mentir pour me tirer d'affaire, mais cette habitude que j'ai prise peut très bien s'inverser pourvu que je le veuille. Sartre ne nie pas que nous ne naissons pas tous avec le même capital de départ, nous avons tous ce qu'il appelle dans le texte une situation. Cette situation n'est pas choisie, mais elle n'est pas non plus absolument déterminante. Pourtant, c'est ce que nous croyons la plupart du temps quand nous voyons nos échecs. Nous imaginons que ce n'est pas notre faute, mais celle des circonstances. Or, chaque fois que nous essayons ainsi de nous décharger de ce fardeau qu'est la liberté, nous faisons preuve de mauvaise foi selon le sens que Sartre donne à ce mot. La mauvaise foi consiste à prétendre que nous ne sommes pas vraiment libres en excusant nos actions, qui sont pourtant le résultat d'un choix libre à partir d'un déterminisme, qu'il soit naturel, social ou psychologique. En réalité, cette situation, même si elle nous est imposée au départ, n'est pas un frein à notre liberté. C'est moi qui choisis ce que je vais faire de cette situation. Si je la considère comme une fatalité qui détermine mon existence entière, c'est uniquement parce que j'en fais le choix. C'est le sens de la métaphore du rocher que Sartre prend à la fin du passage que nous avons lu. Un rocher est un obstacle à notre chemin si nous voulons aller tout droit. Mais c'est nous qui l'interprétons comme tel, car nous pourrions au contraire profiter de la présence de ce rocher pour le gravir et admirer la vue. Cela rejoint une phrase célèbre de Sartre qui se trouve dans un autre texte « L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fera de ce qu'on a fait de nous ». Nous ne sommes donc pas responsables de notre situation de départ. Si je nais dans une famille riche, je n'ai pas à m'en attribuer le mérite, pas plus qu'on ne peut me reprocher le fait de naître dans une famille pauvre. Ce que l'on ne peut pas faire non plus, c'est de prétendre que mon existence entière est déterminée par ce point de départ qui n'est justement qu'un point de départ. Par conséquent, pour Sartre, il est évident que non seulement Lorraine mais aussi Georges sont pleinement responsables de leur vie de famille déplorable au début du film, bien que l'un et l'autre essaient de s'en remettre à la nécessité. Lorraine et Georges font donc preuve de mauvaise foi. Lorraine, au début du film, reproche à son fils le fait que sa petite amie Jennifer lui téléphone, prétendant qu'une fille qui téléphone à un garçon n'est pas une fille comme il faut. Elle trouve cela anormal que les filles courent après les garçons ou se retrouvent seules avec des garçons dans des parkings, ce qui est exactement ce qu'elle faisait étant jeune, comme on le saura plus tard dans le film. Quand sa fille, pour défendre Marty, lui fait remarquer que ce n'est pas comme ça qu'elle pourra rencontrer quelqu'un, Lorraine lui répond « Oh, ça se fait comme ça », avant d'enchaîner sur sa rencontre avec Georges qui avait des airs de destin. Georges tombé d'un arbre au milieu de la route, renversé par la voiture de son père. Son discours laisse entendre que c'était son destin de rencontrer cet homme, de l'épouser et d'avoir 3 enfants. On la voit sourire en repensant à cet événement, la nostalgie d'un temps où elle croyait que ce destin était un destin heureux. S'ensuit une image de Georges en train de rire face à la rediffusion d'un épisode de série qu'il regarde depuis 30 ans. Lui qui, plus jeune, écrivait de la science-fiction, se retrouve avec si peu de créativité qu'il ne va même pas chercher plus loin que cette série des années 50. Lorraine ne se plaint pas, elle ne dit rien à Georges, elle ne cherche pas non plus à vivre autrement. Elle semble accepter ce sort comme une fatalité sans voir qu'elle en est responsable. Georges aussi manifeste une attitude de mauvaise foi, c'est même la première chose que l'on voit chez lui. À sa première apparition dans le film, il est avec Biff, son patron. Biff a emprunté la voiture de Georges et la ramène détruite après un accident, en reprochant à Georges de ne pas l'avoir prévenu que la voiture avait un angle mort. Si Biff est de mauvaise foi, c'est ici au sens courant. Il refuse d'admettre ce qu'il sait très bien lui-même, c'est-à-dire que l'accident est entièrement sa faute. La mauvaise foi, chez Sartre, désigne un mensonge que l'on se fait à soi-même. Ce n'est pas forcément pour se justifier auprès des autres, mais pour s'excuser soi-même de ses propres erreurs qu'on en appelle à la nécessité et au déterminisme. Or, quand Marty s'énerve contre Georges parce qu'il avait besoin de la voiture pour le week-end, son père lui répond « Je n'ai jamais su affronter les situations conflictuelles ». Il ne s'excuse pas d'avoir laissé Biff prendre sa voiture, refuser de lui payer les réparations et lui réclamer de rédiger ses comptes rendus à sa place. Il met tous ses problèmes sur le fait de sa nature, sur le fait qu'il n'est pas quelqu'un qui serait capable de s'opposer à son chef, mais qui est fait pour obéir. Or, on voit bien que ni l'existence de Lorraine, ni la personnalité de Georges n'étaient une fatalité. Ils en sont arrivés là à cause de leur choix propre, et le retour dans le passé de Marty va les conduire à changer leur choix, ce qui va les conduire à un futur complètement différent. Le voyage dans le temps de Marty va nous apprendre 2 choses. D'une part, que ce que nous sommes n'est pas prédéterminé, mais qu'il est la conséquence de nos choix passés. D'autre part, que jamais rien n'est écrit à l'avance. Il n'y a que nos choix qui font le futur.
Comme Marty sauve George alors qu'il allait se faire renverser par la voiture, George ne rencontre pas Lorraine. Plus de rencontres prédestinées, George n'a donc plus sa vie toute tracée avec Lorraine. S'il veut se marier avec elle, il va devoir s'imposer et créer ce futur. Or, à partir de ce moment-là, la photo de Marty et de ses frères et sœurs commence à disparaître. Le futur disparaît justement parce que Lorraine et George ne sont aucunement destinés à être ensemble. On voit bien que ce n'était pas écrit à l'avance, sans quoi aucune intervention de Marty n'aurait pu les séparer. Mais pour une explication plus précise de ce qu'implique l'idée de destin, je vous invite à aller écouter l'épisode sur Voldemort et Alain, qui traite justement de cette question. Lorraine croit au destin. Elle jette son dévolu sur Marty parce que c'est lui qui a été renversé et qu'elle y voit sans doute un signe. Mais c'est elle qui choisit d'y croire. Elle aurait très bien pu penser que c'était le hasard, mais non. Elle imagine d'elle-même que c'est le destin qui a mis Marty sur sa route, ce qui est absurde puisque Marty n'aurait jamais dû se trouver à cette époque. Comme le dit Sartre dans L'existentialisme est un humanisme, si un ange me parle et m'ordonne de faire quelque chose, c'est moi qui choisis de croire que cette voix est celle d'un ange et non celle d'un démon. C'est ce que fait Lorraine avec ce signe du destin qu'est l'accident de voiture. C'est donc bien Lorraine qui est responsable de ce qu'elle va devenir par la suite. Un autre point sur lequel insiste le film, et même la trilogie de films, est le fait que le futur n'est jamais écrit à l'avance. C'est la conclusion du 3e volet avant que Doc ne disparaisse dans sa nouvelle machine à voyager dans le temps. La liberté humaine est telle que nous ne pouvons jamais prévoir avec certitude ce que feront les êtres humains tant qu'ils ne l'ont pas fait effectivement. Cette conséquence de la conception de la liberté de Sartre est bien illustrée par l'image sur la photo de Marty. À partir du moment où George n'a effectivement pas rencontré Lorraine au moment où il aurait dû la rencontrer, le frère et la sœur de Marty commencent à disparaître, parce que cette action est réelle, ils ne se sont pas rencontrés. En revanche, une fois que George sauve Lorraine de Biff et qu'il va avec elle au bal, le frère et la sœur de Marty ne réapparaissent pas pour autant, car à ce moment-là, même si on a l'impression que les conditions sont réunies pour qu'ils s'embrassent, ils ne l'ont pas encore fait. Et la liberté est telle que George pourrait encore ne pas le faire. Et en effet, le groupe de musique qui animait la soirée doit s'arrêter de jouer car le guitariste s'est blessé suite à une intervention de Marty. Marty prend donc sa place sur scène, mais cela ne suffit toujours pas. Alors que George et Lorraine sont en train de danser, que Lorraine demande à George de l'embrasser, Marty commence à disparaître à son tour. Le choix n'est toujours pas fait et il faudra attendre que George se décide une nouvelle fois à écarter un rival et embrasser Lorraine pour que la fratrie réapparaisse sur la photo. On pourrait bien sûr objecter que puisque l'être humain est pleinement libre, rien n'empêcherait George de changer d'avis plus tard, surtout maintenant qu'il est devenu un homme fort et admiré par ses camarades pour avoir tenu tête à Biff. Mais d'une part, c'est un film et il faut bien que Marty revienne à son époque. D'autre part, Lorraine a dit au début du film qu'elle a su, quand George l'a embrassée, qu'elle passerait le reste de sa vie à ses côtés. Cela ne règle pas entièrement le problème, j'en conviens, mais je vais de nouveau me cacher derrière ce qui n'est pas du tout un bon argument, mais qui est la seule justification possible. C'est un film et il fallait bien une fin. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou, si vous êtes sur YouTube, un pouce bleu et un commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.